Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mbombok Masoki Manjame. Par le biais de ce vidéogramme, j'aimerais très rapidement réagir sur le cas Jacques Bertrama. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas camerounais, Jacques Bertrama est un activiste politique qui a été arrêté et interné au pavillon psychiatrique de l'hôpital La Quintine de Douala. Avant de poursuivre, j'aimerais vous informer que si mes enseignements sur le Mbok, c'est-à-dire la connaissance de l'univers à la lumière des ancêtres de Bassa, que nous appelons tradition, si ces enseignements ne sont plus récurrents depuis un moment, c'est tout simplement parce que je travaille actuellement sur un quatrième ouvrage. Je suis très occupé, très occupé d'ailleurs. Je travaille sur le quatrième ouvrage qui va apparaître d'ici la fin de cette année. Cet ouvrage porte sur le Mbok. Il sera le manuel du Mbok. Cet ouvrage exhume la philosophie du Mbok. Il est censé enseigner le Mbok au Mbok. Cet ouvrage est censé enseigner le Mbok au Mbok. L'auteur de cet ouvrage, en réalité, est mon défunt arrière-grand-père, Mbombo Jamisom, de qui j'ai hérité la tradition. Mbombo Jamisom, qui a quitté ce monde avant ma naissance, est l'auteur de cet ouvrage. Donc cet ouvrage est écrit par un mort, à travers nos conversations nocturnes. L'ancêtre, le grand patriarche Mbombo Jamisom, me transmet de la connaissance et que je matérialise sur un bout de papier. Je ne suis que sa plume. Mais nous en reparlerons une autre fois. Je suis ici pour parler du cas Jacques Bertrama. Alors, tout d'abord, il est très important de rappeler que en tant que Mbombok, il m'est strictement interdit de me mêler de la politique. Je suis apolitique, j'appartiens à aucune organisation politique, à aucun parti politique. Je n'ai jamais voté, je ne voterai jamais. Je n'ai pas une carte d'électeur, je ne sais même pas comment s'en procurer une. Donc, si je réagis donc sur le cas Jacques Bertrama, je ne le fais pas en tant qu'acteur politique. Je ne suis pas un acteur politique. Mais le cas Jacques Bertrama m'est similaire. C'est un cas qui m'est similaire. La raison pour laquelle je réagis. Et j'aimerais également rappeler ici que le but ici n'est pas d'affirmer ou d'infirmer l'état mental, psychiatrique du concerné de Jacques Bertrama. Car je n'ai pas qualité, je ne suis pas médecin. Donc je ne peux pas dire si cet individu, si cet activiste souffre d'un déséquilibre mental. Je ne peux non plus dire si les déclarations de Jacques Bertrama sont fondées ou pas, car je n'ai aucune preuve à ma disposition de les affirmer ou de les réfuter. Nous disons chez nous en Bassa, lorsque vous trouvez deux personnes qui tournent autour d'un arbre, si vous n'étiez pas là au début, vous ne pouvez pas dire qui suit l'autre. Donc, je n'ai aucune preuve à ma disposition pour affirmer ou réfuter les propos de Jacques Bertrama. Les propos qui dérangent l'establishment. Et sans aucun doute, son admission au pavillon psychiatrique de l'hôpital La Quintini est suite à cette déclaration dans les plateaux de radio.
et à travers sa plateforme digitale, et également suite, et son admission fait également suite à cette dénonciation. Alors, ce cas m'est similaire, car comme Jean Bertrand, j'ai failli être interné dans un centre psychiatrique, dans un hôpital, pendant mon séjour en Angleterre. En 2010, un demandeur d'asile angolais en Grande-Bretagne, au nom de Jimmy Mubenga, a été torturé et tué à l'aéroport de Heathrow à Londres, dans un avion, avant que celui-ci ne décolle, car il a résisté, il s'est opposé à sa déportation vers son pays d'origine, l'Angola. Il a été torturé, tué et asphyxié par les services d'immigration britanniques. Un assassinat qui était... sa déportation était illégale sur le plan du droit international. Car ayant demandé l'asile, il était sur la protection de la Convention de Genève relative sur la protection des demandeurs d'asile et réfugiés et des apatrides que le gouvernement britannique a signé et ratifié. Ça, c'est d'un. Sa déportation était également légale car il avait une famille en Angleterre, il avait sa femme et ses enfants. Et le gouvernement britannique est également signataire du traité portant sur le droit des enfants qui interdit la séparation des enfants de leurs parents. Suite à cet assassinat, j'ai mené des mouvements de protestation solitaires devant le ministère de l'Intérieur britannique dans la ville de Liverpool, où je me trouvais en 2010. J'ai écrit une plancarte, j'ai pris une plancarte sur laquelle j'ai écrit « Justice pour Jimmy Mubenga, arrêtez de tuer les demandeurs d'asile africains ». Je me suis dirigé devant le ministère de l'Intérieur britannique, qu'on appelle le Home Office, où je me suis mis à protester. Suite à cette protestation, le ministère de l'Intérieur britannique a fait appel à la police. J'ai été violemment arrêté et détenu dans un poste de police. Au poste de police, j'ai été jeté nu, tout nu, dans une cellule froide. Dans une cellule froide. C'était une chambre froide. Alors, après 24 heures, un psychiatre est venu me consulter. Il a dit qu'il avait été envoyé par le gouvernement britannique afin de juger de mon état mental et que son rapport, que suite à son rapport, je serais soit interné dans un centre psychiatrique ou transféré dans une institution pénitentiaire. Alors, et il aimerait savoir pourquoi j'ai été arrêté et où est-ce que j'ai été arrêté et qu'est-ce que je faisais là-bas.
La chance que j'ai eue, c'est que le psychiatre qui a été envoyé pour me consulter était d'origine nigériane. Je lui ai dit en réalité, je souffre d'aucun déséquilibre mental. J'ai été arrêté tout simplement parce que je proteste contre l'assassinat, la torture des demandeurs d'asile et des demandeurs d'asile africains en Grande-Bretagne. Et que c'est dans le but de me museler que j'ai été qualifié de déséquilibré mental. Je cite les différentes conventions dont le gouvernement britannique est signataire. Alors il me dit, je vais écrire un rapport de votre état mental. Et sans aucun doute, vous souffrez d'aucune pathologie mentale. Et je vais également vous envoyer ce rapport. Il me demande de lui donner mon adresse courriel. Et qu'il va dire à la police britannique que si je suis interné dans un centre psychiatrique, il va rendre public ce rapport. Il va l'envoyer à la presse que je souffre d'aucune pathologie mentale, que je suis tout simplement un activiste politique qu'on essaie de museler. Et il a donc écrit le rapport. Il m'a envoyé la copie du rapport qu'il a fait à mon adresse courriel. Alors, face à ce rapport, le gouvernement britannique ne pouvait plus me transférer dans un centre psychiatrique. C'est donc comme ça, parce que la détention, c'est maximum 48 heures. Soit vous êtes libéré, ou alors transféré vers une institution pénitentiaire. C'est donc comme ça que, au bout de 48 heures, je suis envoyé devant le juge pour répondre de mes actions. Et devant le juge, je me rends compte que maintenant je suis inculpé pour trouble à l'ordre public. Pour trouble à l'ordre public. Au départ, j'avais été arrêté parce que on disait que non, je suis un déséquilibre mental. Maintenant, je me rends compte que non, je suis inculpé de trouble à l'ordre public. Le juge me donne l'interdiction formelle de continuer les mouvements de protestation devant le ministère de l'Intérieur. Et je pose la question au juge de savoir qu'en est-il de ma liberté d'expression. Et le juge dit qu'il s'en fout. Le juge britannique dit qu'il s'en fout de ma liberté d'expression. Et qu'il va me permettre, et qu'il va me donner liberté provisoire, me permettant de comparaître devant, me permettant de comparaître en toute liberté. Le procureur demande à ce que je sois transféré dans une institution pénitentiaire pendant que mon procès suit son cours. Et le juge dit non, mais plutôt que je ne devrais pas quitter la ville de Liverpool. Et que si je quitte la ville de Liverpool, je serai arrêté et incarcéré dans une institution pénitentiaire. Que pendant que mon procès pour trouble à l'ordre public est en cours, j'ai l'interdiction formelle de quitter la ville de Liverpool. Alors, ce que je vous dis là, enfin, c'est cet incident a réveillé à moi l'écrivain qui dormait. C'est suite à cet incident que je deviens écrivain et que je vais publier mon tout premier ouvrage intitulé The Pride of an African Migrant in Remembrance of Jimmy Mubenga. La fierté d'un immigré africain à la mémoire de Jimmy Mubenga. Cet ouvrage révèle les cas de torture
que subissent les demandeurs d'asile africains en Grande-Bretagne. Et cet ouvrage, la 4e de couverture, si vous achetez l'ouvrage, vous allez voir que la 4e de couverture, la critique à la 4e de couverture a été faite par l'université de Birmingham en Angleterre. Vous allez voir l'université de Birmingham par la voix du professeur Melanie Griffiths. Vous allez également voir à la 4e de couverture la critique qui a été faite par l'université de Pretoria en Afrique du Sud par la voix de Dr Toyin Adjao. Vous allez également voir la critique des autres grands activistes britanniques. Le livre est un chef-d'œuvre. Je décide donc de quitter l'Angleterre de mon propre chef pour rentrer au Cameroun afin de publier cet ouvrage, car je me suis dit, il y a des révélations très graves, mais on va y revenir. Alors, c'est donc comme ça que le juge m'accorde une liberté temporaire pendant que mon procès suit son cours, avec l'interdiction de quitter la ville de Liverpool. Mais j'ai promis au juge que je n'arrêterai pas mes mouvements de protestation jusqu'à ce que justice soit rendue. Alors j'ai donc continué mes manifestations. Quelques jours plus tard, aux environs de 2 heures du matin, on a essayé de me tuer. Le logement où je vivais a été mis à feu, a été incendié. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai un ami du Zimbabwe qui était venu depuis l'Écosse pour me rendre visite. Aux environs de 2 heures du matin, comme la maison était en étage, lui, la cuisine étant en bas, il est donc descendu pour prendre un verre d'eau. Et c'est donc comme ça qu'il va trouver le feu. Et n'étant plus en mesure de remonter, il va sortir par la porte de derrière et se mettre à jeter les cailloux au niveau de la fenêtre afin de me réveiller. Et j'ai donc suivi le bruit. Et je suis saute du lit et je vois le gars qui m'appelle, Masoki. Je descends plus, saute par la fenêtre, il y a le feu. C'est donc comme ça que je saute par la fenêtre, on appelle les pompiers arrivent et ils éteignent le feu. Une fois que le feu a été éteint, la première question qui m'a été posée par les pompiers, qui en veut à ta vie? Car l'incendie n'est pas naturel. Voici un cocktail Molotov. Donc il y avait une bouteille et qu'on avait mis l'essence et d'autres produits inflammables et qu'on avait cassé la fenêtre et lancé à travers la fenêtre. Et c'est ce qui a causé l'incendie. C'est donc comme ça que les pompiers à leur tour vont appeler la police. Et vers aux heures de 3h34 du matin, j'ai été conduit au poste de police. Et c'est là que les policiers me disent ouvertement, si je n'arrête pas mes mouvements de protestation, alors je vais perdre ma vie. C'est donc comme ça que je décide de quitter l'Angleterre pour me rendre au Cameroun afin de publier mon tout premier ouvrage. Il y a des révélations fracassantes dans cet ouvrage. Par exemple, je prends le cas d'une Camerounaise au nom de Béatrice qui était demandeur d'asile, qui a été tabassée, torturée et étant inconsciente, elle a été déportée de l'Angleterre pour le Cameroun. À son arrivée à l'aéroport international de Douala, les services d'immigration à Douala ont refusé son entrée sur le sol camerounais, bien que l'immigration britannique avait son passeport camerounais. Les gars ont dit jamais, vous ne pouvez pas tabasser quelqu'un jusqu'à ce niveau et venir la jeter. Nous ne sommes pas une poubelle pour les êtres humains. Et grave même d'ailleurs, l'immigration britannique a violé une fois de plus la Convention de Genève en dévoilant le dossier d'asile
de Béatrice, ce qui va à l'encontre de la convention, car cette convention rend confidentielle la demande d'asile. Et les gars ont dit à l'aéroport, quel que soit ce qu'elle a dit sur le Cameroun, quel que soit ce qu'elle a dit sur le président Biya, nous ne l'acceptons pas. C'est donc comme ça qu'elle sera ramenée en Angleterre. Elle a été torturée au point où elle est arrivée au Cameroun sans se rendre compte qu'elle était au Cameroun. Sans se rendre compte qu'elle était au Cameroun. Je fais d'autres révélations fracassantes dans cet ouvrage. C'est donc pourquoi j'ai décidé de rentrer au Cameroun. J'ai fait des interviews, j'ai recensé, j'ai fait des interviews, j'ai interviewé tous ces Africains qui ont été torturés dans les centres de détention. D'autres, dans les centres de détention, on les fait boire, manger du somnifère, afin de les endormir et de les déporter. Alors, c'est un ouvrage qui a été... la critique de l'ouvrage, comme je l'ai dit, a été faite par les grandes universités de ce monde. L'université de Birmingham, l'université de Pretoria, les grands activistes britanniques. Donc, le cas de Jean-Bertrand Marme est similaire. Parce que pour moi, on a essayé de me museler en me traitant de faux. Mais comme je dis, je ne suis pas un médecin. Je ne peux pas affirmer. Je ne peux pas juger. Je n'ai pas cette compétence de juger de l'état mental, psychiatrique de l'activiste Jean-Bertrand Marme. Donc je ne me prononce pas là-dessus, étant pas médecin. Mais je dis, son cas m'est similaire. Et j'ai également aucune preuve pour affirmer ou refuter les déclarations de ce dernier dans les plateaux de télévision et dans ses plateformes digitales. Mais ce qui est sûr, ces déclarations lui ont coûté son séjour au pavillon psychiatrique de l'hôpital La Quintini de Douala. Que son état mental soit avéré ou pas, comme disait Thomas Sankara, il faut un degré de folie pour apporter des changements radicaux dans ce monde.